Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et depuis quelques années, les relations de séduction entre les hommes et les femmes ont évolué. Comme toujours, il y a des points positifs et d'autres qui le sont beaucoup moins. En tout cas, MeToo, la question du genre et du consentement sont passés par là. Alors tant mieux si cela aide les hommes à comprendre qu'une femme n'a pas envie d'être sans cesse harcelée. Tant mieux si chacune et chacun ont appris à se respecter, à dire non tout en respectant le non de l'autre. Néanmoins, le fait que les jeunes soient moins actifs sexuellement pourrait peut-être nous inquiéter. De même, ce courant anti-pénétration me semble aussi aller à l'inverse des désirs de la majorité des Françaises et des Français que j'écoute depuis déjà plus de 20 ans. Même si, bien sûr, on doit respecter les désirs de tous. Philippe Arlin est mon invité et il fut en avance sur son temps lorsqu'il a écrit ce livre qui s'appelait « Sexuellement incorrect, le sexe n'a pas de genre ». Je vous invite à le découvrir si vous ne l'avez jamais lu. En tout cas, il va nous en parler dans un instant. Et puis, moi, j'ai envie de vous poser cette question. En quoi votre relation avec les hommes, avec les femmes a évolué? En quoi votre sexualité s'est transformée? Et comment vous arrivez à séduire aujourd'hui? Eh bien, pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Philippe Arlin, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, vous avez beaucoup de choses à nous dire, d'abord parce que vous êtes sexothérapeute et que forcément vous entendez des patients qui vous parlent autrement, j'imagine, de sexualité. Mais on va d'abord revenir sur ce livre que vous aviez écrit, si je me souviens bien, c'était en 2015, quelque chose comme ça, à peu près. 2015 ou 2017, je crois plutôt 2017, mais bon. Enfin ça commence à dater maintenant. En tout cas, c'était avant cette vague MeToo. Et vous aviez comme sous-titre « Le sexe n'a pas de genre ». Et dans ce livre, vous avez essayé de montrer à quel point, il y a quand même une idée comme ça, comme quoi la femme est passive, l'homme est actif, l'homme est dominant, la femme soumise, etc. Et vous aviez eu envie dans ce livre de montrer qu'il faut pas se sentir coincé dans ces stéréotypes. C'est bien ça, hein? Ouais. Oui, ce que je voulais montrer, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas libre dans notre sexualité et on n'est déjà pas libre à cause de ce qui pèse sur notre genre. C'est-à-dire, il y a plein d'idées sur ce qu'un homme est censé faire, être en érection, durer un certain temps. On a tous plein d'idées sur qu'est-ce qu'un homme qui se comporte virilement, etc. On a plein d'idées sur qu'est-ce qu'une femme. Et je voulais montrer à quel point ces idées ne nous aidez pas dans notre sexualité, ne nous aidez pas à être à l'écoute de ce dont on avait réellement besoin. Pour certains, c'est exactement l'expression d'une vérité. Pour d'autres, ça crée des contraintes, des obligations, des injonctions. Et j'avais l'impression qu'une partie de mes patients venaient s'asseoir un peu parce que malheureusement, ils essayaient de s'en tenir à ces injonctions. Et voilà. Et mon livre était venu dénoncer ces espèces de certitudes qui viennent et qui franchissent à tort la porte de la chambre à coucher. Même à cet endroit-là, on n'est pas libre d'être pleinement ce qu'on a envie. Une femme extrêmement désirante ou un homme extrêmement passif, peu importe, on peut être un homme très viril et c'est très bien aussi, du moment que ça représente ce que l'on est et pas ce que l'on croit devoir être. Voilà, donc ça c'était déjà le propos de votre livre, intéressant à rappeler. Et puis, est-ce que vous avez l'impression que vos patients, grâce ou à cause de tout ce qui s'est passé depuis de MeToo, ont évolué ou est-ce que finalement pas tant que ça? Alors, c'est pas simple de répondre à cette question. La sexualité, Philippe Arlin, la sexualité ne serait pas simple. Alors, moi, je suis évidemment profondément pour ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo, même si il y aurait très très long à dire sur la forme que ça a pris, le fait que les réseaux sociaux s'en sont emparés et que ça ressemble plus à du procès sur la place publique qu'à réellement une liberté de parole. Je pense que ça, c'est dommageable, y compris pour tout le monde. Moi, ce que j'observe, c'est que même chez mes patientes, la parole s'est libérée. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai fait il y a un peu moins d'un mois une petite recherche. Alors ça ne concerne que mon cabinet et ça n'engage que moi.
mais sur toutes les femmes que je reçois, 60% ont été victimes d'abus, que ça soit avec un partenaire au cours de leur vie ou pendant leur enfance, donc de pédophilie, d'inceste, voilà. C'est terrifiant. Et je ne peux pas ne pas réagir en tant que thérapeute et être terrifié par ces chiffres et me dire que oui, il y a encore du travail à faire. Est-ce que MeToo est le seul travail? Est-ce que MeToo va toujours dans la bonne direction? Je ne sais pas. Ce que je j'ai l'impression c'est que oui, la parole est plus facile. Des femmes en parlent plus librement. Vous me perdez? Non, pas du tout. Je voulais juste rappeler les chiffres. Une femme sur 4, un homme sur 6 ont subi des violences sexuelles, des abus sexuels avant la majorité. Donc, quand vous dites 60%, on peut imaginer qu'évidemment, il y a plus de femmes qui vont aller consulter un sexothérapeute quand il y a eu des abus. Donc, on en arrive à peu près au même chiffre. Oui, c'est ça. On en arrive à peu près au même chiffre. Donc, ce chiffre en soi, il est assez effrayant et il parle des problématiques. Moi, ce que je vois évoluer par cette ouverture de la parole, c'est le côté positif. Enfin, on en parle. Par contre, j'y vois un aspect plus pervers et plus négatif, qui est de trop s'interroger sur notre propre consentement. C'est-à-dire qu'on à juste titre, on conscientise, on se dit, mais est-ce que j'avais envie de ce rapport sexuel? Est-ce que j'étais pleinement OK? Ou est-ce que je me suis un peu laissé faire? Et c'est bien d'y réfléchir. Par contre, trop y réfléchir finit par tuer la spontanéité. Et du coup, dans ce combat que vous savez que je mène aussi autour du désir des femmes, eh bien, le fait de vouloir avoir vraiment envie devient une complication de plus. On ne peut plus juste librement se retrouver dans les bras de l'autre et en venir à avoir un rapport sexuel, puisque on interroge, encore une fois, je maintiens que pour moi c'est important d'interroger ça, mais il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès inverse de se dire mais peut-être que j'avais pas envie, parce que, alors avec humour mais aussi avec réalité, je rappelle à mes patients que y a plein de choses dans la vie qu'on peut faire, en tout cas qu'on peut initier sans en avoir pleinement envie. Et pour autant, le fait de le faire va faire qu'on ne le regrette pas, qu'on est content de l'avoir fait. Et que si on attend de faire les choses, d'en avoir vraiment profondément envie, on risque de se priver de quelque chose. Et là, j'ai un peu peur que ce questionnement trop poussé ait pu amener un frein dans la liberté de l'expression du désir des femmes. Mais je pense qu'on prendra le temps de détailler un peu plus ce que j'essaye d'exprimer. Non, mais vous l'exprimez très clairement, Philippe Arlin, et ça revient exactement à ce que j'ai tendance souvent à dire. Je pense que le terme de consentement est formidable lorsqu'il s'agit de faire un contrat entre... excusez-moi, mais par exemple entre une prostituée et un client. En revanche, en tout ce qui concerne la pulsion, le désir, la séduction, le terme de consentement me paraît un petit peu mal choisi, parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir, et c'est un peu ce que vous êtes en train de dire, il me semble. Oui, c'est même plus complexe que ça. Moi, je suis un peu un ennemi, non pas du consentement dans le sens de l'autorisation, mais qu'on en soit à applaudir, à être très heureux qu'au XXIe siècle, on interroge enfin le consentement des femmes, sauf que interroger le consentement de quelqu'un, c'est interroger son autorisation à une proposition faite par l'autre. Donc ça veut dire qu'au XXIe siècle, on continue à penser que les femmes ne sont là que pour dire oui aux hommes et n'ont pas leur propre désir à elles. Et vous savez, mon combat par rapport à ça, cette volonté, moi je pense, parce qu'on n'interroge pas le consentement des hommes, et on va nous répondre, bah non, les hommes, ils ont toujours envie. Eh bien, moi, j'ai envie qu'on interroge. Oui. Mais bien sûr. Mais j'ai surtout envie qu'on interroge l'envie des femmes et pas leur consentement, parce que leur consentement, c'est encore une fois les enfermer dans un rôle de réponse à un désir qui serait purement masculin. Et je veux que les femmes s'éveillent à leur désir à elles.
Oui, et puis ça voudrait dire que nous, les femmes, on est des pauvres petites victimes qui ne savent pas du tout quand est-ce qu'elles ont envie, donc il faut vraiment faire attention et peut-être nous faire signer quelque chose. Enfin bon, bref. Je crois qu'on est assez d'accord, même si on dit pas toujours les choses de la même manière. On va voir, en tout cas, avec les témoignages qu'on va avoir tout au long de ces 2 heures, et puis surtout, je vous en supplie, venez témoigner, venez raconter comment vous ressentez les choses aujourd'hui, parce que je ne cesse de le rappeler, c'est vous qui nous permettez d'avancer ensemble. Donc n'hésitez pas. C'est Antoine qui va prendre la parole dans un instant. Et puis je vous rappelle notre numéro 0826 300 300 si vous avez envie de prendre la parole. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Sud Radio, parlons. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Parlin est avec nous, sexothérapeute, et nous essayons de comprendre où on en est dans notre relation de séduction entre les hommes et les femmes. Et grâce à vous, on va avancer avec certainement des témoignages très différents, et c'est ce qui fait aussi toute la richesse de cette émission. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Merci de témoigner, bonjour, Antoine. Allez-y, je vous en prie, Antoine. Oui, bonjour Brigitte. Vous avez divorcé en pleine vague MeToo, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Oui, c'était assez compliqué à vivre personnellement, et puis on en tire quelques leçons sur les relations, on va dire, sur les relations après cette épreuve. Moi, j'ai noté qu'il y a dans une époque où on distingue plus le je t'écoute ou je te crois et je te crois, c'est devenu de plus en plus compliqué de tenter de séduire une femme de nos jours. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ressentez? Dites-nous ce que vous ressentez. On n'est pas là. Non, mais moi ce que je ressens, c'est que c'est devenu très compliqué parce qu'on a toujours peur d'être clos au pilori, de recevoir une plainte à la suite d'une relation qui s'est bien ou mal passée d'ailleurs. Et je vous avouerai que moi, en tant qu'homme, c'est extrêmement difficile à vivre parce que il y a une épée de Damoclès qui est sur notre tête et on se dit du jour au lendemain, on peut s'en prendre plein la gueule et personnellement et professionnellement. Alors moi, chez Cotrail, par exemple, je ne m'occupe plus de stagiaires ou d'apprentis. C'est hors de question. Je ne veux plus avoir aucun contact à part le bonjour au revoir, de peur d'avoir une plainte à la DRH ou voire au commissariat parce que on aurait peut-être éventuellement fait un geste déplacé ou un mot apparemment qui aurait été mal perçu ou mal ressenti. Donc en fait, moi chez Professionnel maintenant, je ne prends plus l'ascenseur avec des jeunes femmes seules. C'est fini. Je ne veux plus d'emmerde. Et après, dans mes relations... Avec les vieilles, il n'y a pas de problème, Antoine? Non, parce qu'en fait, c'est question de génération, je pense. En fait, c'est pas une question de vieille, c'est une question de génération. Moi, j'ai des collègues qui ont mon âge. Ça très bien. Il n'y a aucun sous-entendu. Il n'y a aucun mot de travers. Il y a des comportements corrects. Mais il y a une génération qui, j'ai l'impression, que cherche à trouver des coupables, absolument à créer des situations conflictuelles. Je crois que ce que vous venez de dire déjà, on va le relever parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe Parlin, mais on a vraiment l'impression que les femmes qui ont plus de 40 ans sont pas sur leur garde, mais les jeunes femmes de moins de 40 ans, je ne vais pas dire qu'elles cherchent le prétexte, mais quelque part il y a quelque chose comme ça, comme s'il y avait une sorte de revanche à prendre. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Parlin? Bon, moi, je l'entends pas du tout comme ça. Je pense que la nouvelle génération est beaucoup plus consciente du problème et consciente qu'il y a effectivement une possibilité d'être entendue. Pour moi, l'idée, c'est pas de savoir si elles ont raison ou pas raison, mais je pense que il y a effectivement une histoire de génération. L'ancienne génération a vécu avec, a même d'une certaine manière trouvé ça normal ou en tout cas a réussi à s'habituer. Les jeunes n'en veulent pas et forcément quand il y a ce type de volonté, eh bien on a le type d'excès comme Antoine semble parler. Mais je ne crois pas que la situation en soit arrivée là où Antoine le décrit. Je ne pense pas qu'il y ait autant de plaintes que ça
ni alors voilà. de plainte peut-être pas, puisque justement les hommes font très très attention, mais ce que j'entends quand même beaucoup autour de moi, c'est que des hommes qui ont des filles, hein, je dis bien des filles de 20 ans, 25 ans, 18 ans, c'est des sujets qui sont terriblement brûlants et qui provoquent beaucoup de conflits, et ces hommes préfèrent finalement ne plus parler des relations hommes-femmes avec leurs filles. Donc ça, c'est quand même un petit peu inquiétant, me semble-t-il. Oui, ça c'est quelque chose qui est réel, mais je pense que moi je le vois comme quelque chose d'inévitable, comme un passage pas souhaitable mais inévitable, et les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est un petit peu comme un mouvement de balancier, et c'est vrai que là on est peut-être du côté d'une forme d'exagération, mais on pourrait dire qu'on a été beaucoup trop du côté du silence. Oui, non, mais on va pas. Il est hors de question de revenir en arrière. Je crois que personne n'a, d'ailleurs, à part peut-être quelques connards balourds, personne n'a envie de revenir en arrière. Mais ce que vous dites, Antoine, c'est vrai. Moi, je l'entends sans cesse. Et du coup, vous faites quoi? Vous allez sur les sites pour essayer de retrouver une compagne? Comment vous faites? Je vais sur les sites parce que, de toute façon, c'est plus simple et c'est plus accessible que faire la tournée des bars comme une certaine époque. Voilà. Je vais pas vous le cacher. C'est juste que maintenant, quand on va dire je concrétise la relation, si je n'ai pas de validation écrite, je ne fais rien. Et cette validation écrite, je la garde. Vous savez pourquoi je la garde? Juste pour le cas où je suis convoqué par les flics. Ouais, c'est terrible. Voilà, c'est comme ça. Et malheureusement, on en est là parce que. Vous avez quel âge, Antoine? J'ai 35 ans. Oui, c'est ça, oui. J'ai 35 ans et maintenant je prends aucun risque parce que je connais aussi. Alors il y a les plaintes déclarées, mais il y a les convocations par la DRH, il y a les plaintes et puis vous savez, se faire convoquer par les flics du jour au lendemain, et puis même si après c'est classé après des semaines de procédure, et puis c'est pas forcément agréable, on peut faire un acte administratif anodin. C'est et puis la notion du consentement, vous en parlez tout à l'heure. Enfin, c'est hyper flou comme notion en fait. Qu'est-ce qui fait que j'accepte moi de coucher avec une fille, après je dis non, je voulais pas finalement et j'ai porté plainte? Ou je sais pas, j'ai couché avec elle, elle avait un petit doigt dans le cul, sur le coup j'ai rien dit, et puis après je dis mon ego a pris un coup, je vais aller porter plainte parce qu'elle a mis un doigt dans le cul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu paradoxal tout ça. Et puis le gros balourd, comme vous disiez, le connard balourd, lui à la rigueur il s'en fout. Il continuera à mal parler, à mater bizarrement, à avoir un comportement déplacé. Lui, ça le touche même pas. Mais on va dire l'effet balancier quand vous prenez ça le touche peut-être pas, mais au moins celui-là peut être dénoncé. Le problème c'est oui, bien sûr. Non, mais moi je crois et c'est ce sur quoi je pense que cette émission qu'on fait aujourd'hui est importante. Ce que je crois, c'est que pour beaucoup de femmes, elles ne savent plus très bien à partir de quand un homme est juste en train d'essayer de séduire de manière tout à fait correcte et quand il exagère. Et la frontière est très très floue, oui, très très floue parce que justement, et là je reviens à ce que vous disiez, Philippe, sur les réseaux sociaux, le moindre petit truc peut être considéré comme dépasser déjà la frontière. Philippe, qu'est-ce que vous dites à Antoine? Moi, je trouve qu'Antoine exagère, mais par rapport. Je me suis pris le boulot en plein visage, donc j'exagère plus parce que je parle de quelque chose que je connais, donc c'est très agréable à se prendre le boulet. Pas aussi... on n'est pas d'accord, mais bon, c'est le. Non, mais vous avez le droit, Philippe, de pas être d'accord avec Antoine, mais peut-être que. Ça n'est pas une généralité à ce point-là. Moi, c'est pas ce que j'entends. Moi, je suis malheureusement tout à fait de l'avis d'Antoine. Je trouve ça très très triste, mais c'est malheureusement, je crains plutôt. On va voir ce qu'on nous dit tout au long de ces 2 heures. Merci en tout cas, Antoine, et bon courage. Merci, bon courage à vous. Bon courage. On fait une petite pause. Merci, on se retrouve Antoine. Dans un instant, toujours avec Philippe Arlin, 0826 300 300. C'est Patrick qui va réagir dans un instant. Mais les femmes, évidemment, sont aussi les bienvenues. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons les relations entre les hommes et les femmes, les rapports de séduction avec Philippe Arlin, sexothérapeute, auteur de Sexuellement Incorrect, le sexe n'a pas de genre. Et on continue avec Patrick qui témoigne. Bonjour Patrick.
Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Patrick. Alors, on vous écoute, allez-y, dites-nous ce que vous en pensez. Moi je pense que moi ça m'arrange la situation actuelle, puisque finalement la société en vient à être ou avoir une relation au sexe et aux relations hommes-femmes qui était ma nature à moi. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu de bonnes relations avec les femmes. Un certain nombre de femmes sont des amies et resteront des amis, sont des bons potes de régiment comme des garçons. Donc j'ai à la fois dans le monde professionnel toujours j'ai eu des chefs femmes, j'ai managé des femmes, j'ai des amies femmes et j'ai des épouses et des maîtresses. Donc tout ça se passe plutôt bien, et je pense qu'à aucun moment dans ma vie, parce que j'ai toujours été assez, par rapport à l'expression du désir, très très précautionneux, respectueux en tout cas du désir de l'autre, visiblement. Complètement, oui. Il y avait à aucun moment le côté. J'avais des copains qui eux étaient un peu plus. Alors avant j'étais un peu perdant de l'histoire, parce que il y a 30 ans, quand j'avais 20 ans, on va dire que j'étais pas celui qui ramassait le plus de gonzesses dans les soirées. J'avais de belles histoires, mais c'est à des fréquences un peu plus basses. Et j'avais par contre des copains qui, eux, emballaient comme des malades. Alors certains étaient très bons dans le sens très grand séducteur, et c'était même très beau à voir la façon dont ils arrivaient à séduire et à aimer, à être aimé de plein de femmes. Puis d'autres étaient un peu balourds. Je parle pas d'harceleurs, hein, mais en gros d'ailleurs ils se faisaient un peu moquer. Moi ça me faisait sourire de l'extérieur, parce que comme après des fois j'avais des confidences de copines qui, je voyais qu'elles critiquaient ces personnes-là, mais à la fin elles finissaient par succomber. Donc je disais mince, je suis un peu le perdant, parce que moi je suis un peu précautionneux et respectueux, mais finalement je ramasse pas tant que ça. Puis je vois que les autres qui sont un peu plus actifs et sollicitent en permanence, même quand c'est pas trop demandé de l'extérieur, finissent par un peu les chiffres au pouvoir. 100% des gagnants ont tenté leur chance, donc ils tentaient, retentaient, quitte à être lourdingue, c'était pas grave, fallait insister. Et puis à force, sur un malentendu, ça pouvait passer. Et je pense que ça a changé. Et j'espère que ça va changer, parce qu'en même temps qu'il y a le MeToo, et donc le côté où on reconnaît que les femmes, quand même dans leur vie, peuvent avoir eu des expériences malheureuses, et de manière statistique. Je pense que tous mes copains réunis, mes 12 copains préférés, je pense qu'aucun d'entre nous, on a eu une main aux fesses ou une main ailleurs qui n'était pas demandée ou pas sollicitée. Oui. Ce genre de choses. Je pense que si j'ai mes 12 meilleures copines, elles vont me raconter qu'à un moment donné, un jour, elles ont eu ça. Donc c'est pas qu'elles sont 100% victimes tout le temps, mais ça leur arrive d'avoir eu ce genre de choses. Donc, en même temps qu'il y a ça, c'est ça qui est formidable en fait, moi je trouve, c'est qu'il y a aussi une expression beaucoup plus libre du désir féminin. Et je vais prendre un exemple avec Rosa Bernstein, qui est une humoriste, et qui tourne beaucoup autour du sexe en général, et fait même en parallèle des émissions dans lesquelles elle est assez sérieuse sur le sujet. D'ailleurs, c'est pas que de la déconnade, et elle exprime beaucoup de choses assez directement et assez simplement, et ça c'est assez nouveau. Donc j'espère que d'un côté, je dirais aller dans une direction de plus de respect et du désir de l'autre, mais aussi donc du respect aussi exprimé, parce que tout ça est un peu corrélé, parce que quand les femmes exprimer une certaine sexualité, en gros elles étaient super mal jugées précédemment, ou voire même elles étaient catégorisées en étant en gros la pute ou la salope de service, la dépravée, pour rester poli donc, et donc pas forcément donc à part, un peu, il y avait un côté à part, alors qu'aujourd'hui des personnes, on va dire, socialement intégrées qui revendiquent très simplement les choses. Je prends l'exemple de Rosa Bernstein, eh bien à aucun moment on dit celle-ci elle est un peu bizarre quand même, elle est un peu folle, oui, des bêtises, et elle est pas intelligente. Est-ce que vous seriez en revanche d'accord avec Antoine pour dire que dans sur votre lieu de travail, vous évitez de faire un compliment à une femme ou etc. ou au fond vous considérez que comme vous faites le compliment en toute bonne foi et sans du tout avoir d'arrière-pensée, c'est tout à fait possible de le faire? Alors moi, dans ce que je vis, oui, je me permets de faire des compliments, mais parce que je dirais, je suis sûr d'une chose, c'est que, enfin, en tout cas, c'est l'expérience qui me l'a donné pour l'instant, c'est que ça va
pour l'instant être pris. Je ne suis pas à l'abri, comme l'expliquait Antoine. Je ne sais pas si un jour quelqu'un va essayer d'instrumentaliser ça. Et ça serait forcément une mauvaise expérience pour moi. Mais aujourd'hui, je ne me réfrène pas là-dessus. Parce que je sais qu'il n'y a pas de il n'y a pas du tout de sous-entendu. C'est-à-dire que quand je fais un compliment, et ça m'arrive à certaines, même des jeunes ou des moins jeunes, je dis quelque chose et je sais que ça va leur faire plaisir, mais je ne sais pas pour leur faire plaisir, je ne sais pas pour séduire. Je le fais presque naturellement et sans arrière-pensée. Et c'est parce que sur le moment, je trouve que c'est, j'ai envie de le dire et je le dis. Voilà, que j'aime bien cette robe, je vais le dire. Et là, j'ai l'exemple de jeunes collaboratrices. Alors, je ne suis pas dans le lien hiérarchique là-dessus. Donc, elles sont dans le même service que moi et on se croise. Et ce qui, moi, m'épate, c'est que elles sont, on va dire physiquement, je pense à une jeune femme en particulier vraiment très belle. Et elle prend bien soin d'elle. Mais il y a une sorte, elle arrive aujourd'hui à ne pas être sexuée non plus. Je veux dire, c'est tout à fait naturel. J'ai l'impression que c'est une nouvelle génération dans laquelle on peut être une jeune femme, belle, prendre soin de soi, prendre soin de ses apparences, être avenante avec les autres, sans même dégager quelque chose qui peut être confus de sa part d'ailleurs. C'est pas parce qu'elle est sympa, parce qu'elle nous sourit, avec qui on plaisante, c'est pas pour autant que ça ouvre une porte à quoi que ce soit. Donc ça aussi, j'ai l'impression que cette génération de temps en temps peut être un peu plus décontractée aussi. Donc tout ça serait vraiment positif par rapport à ce que vous dites. Et là, on est avec déjà 2 témoignages qui sont différents. Oui, mais je pense que le ressenti de toute façon va aller d'un côté et de l'autre tout au long de cette émission. Philippe Arlin, qu'est-ce que vous voulez ajouter, ou si vous avez une question à poser à Patrick? Je me retrouve complètement dans ce témoignage. J'ai l'impression d'entendre ce genre de choses. Moi, parmi les hommes avec qui j'en parle, les hommes que je connais, c'est plutôt du côté de Patrick, de ce que j'entends, c'est-à-dire que, tout compte fait, les nouveaux codes de la séduction leur conviennent mieux, leur semblent plus justes et aucun ne témoigne de difficultés dans leur travail ou ailleurs. Donc j'ai l'impression que ça a aussi donné une liberté, alors peut-être pas à tous les hommes, peut-être à des hommes qui, comme dit Patrick, n'avaient pas forcément les codes, les anciens codes, qu'en avait d'autres qui étaient peut-être déjà plus naturellement dans les codes d'aujourd'hui, et il y a plein d'hommes qui s'y retrouvent complètement. Alors sur l'expression du désir féminin, moi j'entends les deux. J'ai l'impression que ça a pu bloquer certaines femmes, ça en a tout à fait libéré d'autres, et ça je suis tout à fait d'accord. Donc oui, moi je retrouve dans ce que j'observe, quelque chose de l'ordre de son témoignage. D'accord. Merci Patrick de ce témoignage. On continuera bien sûr avec vous au 0826 300 300, mais pour l'instant c'est Angela qui nous rejoint et à qui on va poser 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Philippe Arlin. Bonjour Angela. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour Angela. Philippe Arlin qui est avec nous. Donc première question, Angela, qu'est-ce que vous ne supportez pas quand un homme vous dit quelque chose? Est-ce que vous supportez qu'il vous dise que vous êtes jolie ou pas? Est-ce qu'il peut vous dire que vous avez un beau cul? Je fais exprès d'en ajouter. Ça me met mal à l'aise. Ça vous met mal à l'aise, hein? Oui. Quand un homme vous dit que vous êtes jolie, ça vous met mal à l'aise? Oui. Oui, c'est intéressant ça, ce que vous dites, parce que je crois que les hommes ne se rendent pas compte que ça peut mettre une femme mal à l'aise. Pourtant, c'est un compliment, a priori. Les compliments me mettent mal à l'aise. Voilà. Et si c'est une femme qui vous le dit? C'est pas pareil, oui, c'est fou, hein. Ouais. Et moi, ce que je trouve intéressant, vous voyez, dans ce que vous dites, Angela, c'est que ça parle de vous, là. Ça parle pas de l'homme qui vous dit tu es jolie, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme qui vous dit tu es jolie, dans votre tête, il y a déjà une intention d'aller plus loin que ça. Hein. Je pense, Philippe Arlin, qu'il y a quelque chose. Mais oui, mais ça serait intéressant d'interroger l'homme qui a dit tu es jolie pour voir ce qu'il y avait dans sa tête. Oui, mais déjà, on voit comment, finalement, les rapports de séduction, il y a encore du boulot pour que tout ça soit si simple et pas interprété systématiquement. Mais merci, en tout cas, de votre réponse, Angela, de votre sincérité. Deuxième question. Avec plaisir.
Deuxième question, est-ce que justement vous vous trouvez jolie? Comment dire, je me sens vieillir et moins, je me sens... je me trouve vieille. Vous avez quel âge? J'ai 57 ans et j'ai du mal avec ça, oui. Vous avez du mal avec le fait de... Alors que j'ai eu un compliment de plusieurs femmes qui m'ont dit que j'étais belle. Je prends bien le compliment, mais je ne me trouve... Moi, je me trouve pas jolie avec mon âge. Vous avez votre beauté intérieure, Angela. Enfin. Oui, je sais bien. J'ai du mal. Je me dis, mais si, quand même, malgré tout. Mais bon, j'ai du mal. J'ai du mal avec les rides. J'ai du mal. Il faut vous accepter, hein, parce que de toute façon, c'est un combat perdu d'avance. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Bon, et troisième question. Tiens, racontez-moi votre plus beau souvenir amoureux. Qu'est-ce que vous avez envie de me raconter là? Il y a quelques années, je suis tombée amoureuse d'un homme et j'ai vécu, je dirais, les 2 premières années totalement à fond dans la relation, entre 2 et 3 ans, et ça a été ma plus belle histoire d'amour, je crois. C'est pas mal, hein, 2-3 ans de bel grand amour comme ça, c'est chouette. Oui, magnifique. Bon, alors souriez, pensez à ça, ça vous fera sourire et ça illuminera votre visage et votre visage sera magnifique. Vous savez qu'on a... Alors on dit que j'ai un visage, que je suis solaire et que je suis souriante. Mais oui, je l'entends, hein. Je reconnais malgré tout. J'y travaille, hein. J'y travaille sur le fait d'accepter. J'y travaille. Oui. Et vous pouvez poser une question à Philippe Arlin, il vous écoute, allez-y. Oui, je vous remercie. Et donc, j'aurais une question j'ai rencontré quelqu'un sur un site que je ne connais pas, qui est loin de moi. Il est dans le nord de la France et moi, je suis dans le sud. Et on échange comme ça, on parle au téléphone, on s'envoie des messages. Je l'ai aperçu vite fait en photo et on ne se connaît pas et on espère se connaître. Et que pensez-vous de ces relations de ce genre, de longue où la distance nous sépare, et est-ce que ça peut quand même aboutir à une belle histoire, ou est-ce que c'est perdu d'avance, ou c'est possible? C'est extrêmement complexe votre question, parce que je pense qu'il y a autant de réponses que de situations, mais je pense que ça ne condamne pas la relation d'avance. Il ne faut d'ailleurs pas la condamner d'avance. Par contre, c'est évident, et d'être réaliste par rapport à ça, ça met un handicap sur cette relation avant qu'elle puisse commencer. Donc oui, c'est plus compliqué. Par contre, je pense que j'ai tendance à croire et à continuer à avoir l'illusion de croire que l'amour se fout des distances, l'amour se fout des obstacles et on est capable de les franchir. Après, il ne faut pas non plus mettre des obstacles, rien que pour le plaisir de se prouver qu'on s'aime. C'est important. C'est que là, on est dans le virtuel, hein, puisque pour le moment, vous ne vous êtes pas rencontrés. Là, la distance complique la réalité. Donc, il faut que vous restiez bien consciente de ces dangers-là, que vous les gardez par-devers vous, mais que vous ne fermiez pas la porte à la relation pour autant. D'accord. Oui, parce qu'en fait, moi je n'attends rien d'une relation. Si on a l'occasion de se rencontrer, ce n'est que mieux, mais sans rien attendre de l'autre. Oui, enfin, il faut quand même partir avec l'espoir qu'il se passe quelque chose de bien. Oui, bien sûr, oui, mais je veux dire... ne pas dire on va se revoir très bientôt, la distance nous sépare, mais pas attendre, j'arrive pas à trouver les mots, ne pas me projeter, ne pas se projeter et pas programmer, tout à fait. Pas. Mais il faut quand même accepter ce qui se produit, il faut se laisser, faut pas condamner non plus par avance la relation, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que vous voyez ce qui se passe quand vous vous voyez, et, donnez-vous les moyens de vous voir, sûrement sur plus longtemps vu la distance. Ça peut permettre de vraiment approfondir quelque chose. Et puis, écoutez votre cœur, écoutez votre raison, mais les deux. Oui, d'accord.
Très bien. Merci Angela. Merci à vous, merci beaucoup. Merci Angela. Je vous en prie. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant toujours avec Philippe Parlin. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de témoigner. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Parlin est avec nous, sexothérapeute. Nous essayons de mieux comprendre comment circule le désir entre les hommes et les femmes depuis MeToo. Et vous pouvez bien sûr nous appeler au 0826 300 300. On retrouve Lionel maintenant qui est avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Lionel. Alors on vous écoute. Qu'en pensez-vous ? Alors moi j'ai 2 filles de 17 et 20 ans, donc je vois l'évolution, on va dire. Moi j'ai 45 ans. Hein. Alors je pense que si vraiment j'avais 20 ans aujourd'hui, enfin en tout cas si j'étais ado ou jeune adulte aujourd'hui, je pense que je vous parlerais du fond d'une cellule. Oh. Vous n'êtes pas un goujat, Lionel, ou un dragueur invétéré? Non, si, dragueur invétéré, si. Mais après, si vous voulez, dans le rapport de séduction, en fait, là, les 2 témoignages que vous avez eus, Patrick, et puis le premier, Antoine, Antoine est une victime collatérale de cette émancipation, en fait, de MeToo. Je pense qu'il y a, évidemment, il l'a pris en pleine tête, la porte, donc on peut pas lui dire qu'il se trompe, il l'a pris en pleine tête. Mais je pense, comme Philippe, que c'est loin d'être une généralité, et je partage l'avis de Patrick, c'est-à-dire que ça demande un peu plus de finesse. Maintenant, ça demande de la finesse, mais en le disant à 45 ans, on comprend un peu mieux. Quand vous avez 16, 17, 18 ans, un mec à 18 ans, c'est pas super fin, quoi. Enfin, il y en a pas, c'est pas une majorité. Et c'est vrai que vous savez, vous êtes un peu lourd, un peu gourd, quoi. Voilà, on sait pas trop comment s'y prendre, quand quelqu'un vous plaît vraiment fortement et qu'il y a un inintérêt de l'autre côté, vous avez envie de vous faire remarquer. Donc c'est vrai que des fois les traits d'esprit ça passe pas. En tous les cas, moi je vois mes filles, je vois surtout ma fille de 17 ans. Elle est extrêmement dure avec les mecs. C'est un peu compliqué, mais pas plus que ce qu'étaient les filles quand moi j'avais son âge. Donc je pense que c'est une période. Je pense que ça va se stabiliser. Cette libération finalement est un peu la transition est un peu complexe aujourd'hui parce que c'est nouveau et comme toute chose qui est nouvelle, elle a besoin de temporiser un peu, elle a besoin de se poser un peu, elle a besoin de mûrir, elle a besoin de grandir comme une relation. Et voilà, je pense que ça va se stabiliser. Moi, cette libération des femmes, pour moi, même si je la trouve extrêmement dure aujourd'hui, c'est-à-dire que je la trouve dans l'excès aujourd'hui, je pense que c'est quand même quelque chose qui était préférable. Ça fera grandir les hommes parce que ils devront adopter des comportements un peu plus fins plutôt que lourds. Et c'est vrai que ce qu'il disait Patrick à l'époque, les mecs qui étaient un peu lourds, c'est vrai qu'ils avaient plus de succès. Les gens qui étaient un peu fins, ils en avaient un petit peu moins. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Je pense que ça tire vers le mieux. Même si, à mon avis, il y a toujours ce dragueur invétéré qui va en draguer 10 et puis il y en a une qui va accepter. C'est évident. Après, moi, je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait positives. Ce qui m'inquiète moi un petit peu, c'est justement cette baisse de la sexualité des jeunes. Alors on met ça sur le dos de la pornographie et de Netflix. Je veux bien, mais je pense qu'il y a quand même, Oui, moi je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'ils ont peur, en fait, les jeunes ont peur. Oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, et je pense que beaucoup de jeunes filles, peut-être pas les vôtres, Lionel, beaucoup de jeunes filles sont dans une sorte de revanche qui les rendent un petit peu, comment dirais-je, contre l'homme de toute façon. Et ça, c'est un petit peu embêtant aussi parce que bon, moi j'ai envie de dire que si on vit pas sa vie sexuelle à 18-20 ans, on passe quand même à côté de quelque chose. Oui, c'est triste. Voilà. Mais je vous dis, ma fille de 17 ans, elle est extrêmement dure avec les mecs. Et quand je dis extrêmement dure, oui, on a l'impression que c'est des jouets, mais alors oui, dans un sens, alors elle profite, elle est très mignonne, elle est en pleine, elle a un corps de femme à 17 ans, donc évidemment, elle en profite pleinement. Mais comme en profitaient finalement mes copines qui étaient extrêmement mignonnes à l'époque, et voilà. Donc le sentiment un peu de revanche est certes
bien marqué. Mais moi, c'est pour les hommes, en fait, que c'est pour les jeunes hommes, en fait, parce que concrètement, ils ont pas beaucoup de, je trouve qu'ils ont moins de latitude que ce qu'on avait avant. En tout cas, ce que j'entends de la part de certains pédopsychiatres ou de psy qui ont beaucoup d'adolescents, les jeunes hommes vont pas très bien. Mais après, c'est toujours pareil. Ceux qui vont consulter, c'est peut-être pas la majorité. C'est ceux qui vont pas bien. Voilà. Absolument. De toute façon, c'est sûr qu'on a. Mais même moi, les témoignages que j'ai, il y a forcément un biais aussi, forcément. Philippe Arlin, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, sur les rapports ados, mais vous le disiez dans votre témoignage, j'ai l'impression que on retrouve la même relation. Les mecs ados, 17, 16, 17 ans, on n'est pas très doué, on est un peu lourd, on est un peu maladroit et MeToo ou pas MeToo, je pense que c'est difficile. Effectivement, depuis MeToo, il y a un mouvement de la part des femmes qui, je ne sais pas si c'est du règlement de compte avec les hommes, et j'ai envie de penser que ça n'est pas ça et de le souhaiter fort, mais effectivement, là, elles taclent, elles se permettent, voilà, elles osent plus affirmer, refuser. Donc oui, c'est compliqué. Par contre, moi, j'observe non pas sur cette période-là, 17, 18, mais par contre sur les 20, 22 ans, moi j'ai la chance d'être dans une ville universitaire où il y a énormément de jeunes. J'ai énormément de jeunes dans mes patients et les rapports hommes-femmes que j'observe chez mes patients entre 18 et 25 ans sont extraordinairement équilibrés, intéressants, et je n'avais jamais observé ça 20 ans en arrière. Quand j'ai commencé ce métier, les relations hommes-femmes n'étaient pas les mêmes. J'ai des hommes beaucoup plus à l'écoute, des femmes qui communiquent mieux sur leurs désirs avec eux. Donc je trouve que là, il y a une évolution. Par contre, je vous rejoins, Brigitte, on observe une baisse de cette sexualité avec malheureusement un début de sexualité encore plus jeune, quelque chose qui va se passer vers 10, 11 ans, 12 ans, avec aussi une prostitution qui se développe au lycée. Donc, il y a beaucoup de phénomènes autour de la sexualité qui sont à la fois des excès beaucoup trop tôt et une espèce de baisse d'intérêt un petit peu plus tard, au moment où ça devrait être les heures de gloire de la sexualité, où tout ça se questionne. Et il y a autre chose aussi dont on n'a pas encore parlé, mais que j'entends beaucoup, c'est ces jeunes de 14-15 ans qui se considèrent pas du bon sexe parce que tellement ils sont pas bien dans leur peau. Et ça aussi, ça questionne et prudence, quoi, parce que on peut pas comme ça du jour au lendemain à 14-15 ans savoir exactement qui on est et son identité. On sait très bien qu'on l'a construit entre toute la puberté et même, j'allais dire, jusqu'à 25 ans. Hein. Oui, ça c'est une autre question. Il faut savoir que les questions de genre, en ce qui concerne la transidentité, sont beaucoup plus populaires. On en parle. Maintenant, ça existe. Du coup, ça autorise des questionnements. Peut-être des questionnements pour certains inutiles, mais ça va permettre aussi à des personnes qui étaient vraiment en souffrance il y a quelques années en arrière, aujourd'hui, de peut-être trouver des réponses et d'arriver. Donc il y a toujours malheureusement ce pendant à la fois positif et négatif, c'est-à-dire que oui, il y a des questionnements, mais qui trouveront leur réponse, puisque de toute façon, une transition, il faut être majeur pour pouvoir la faire, qui trouveront, je l'espère, une réponse dans la vie de tous les jours. Et beaucoup plus de gens se posent la question parce que c'est quelque chose dont aujourd'hui on parle, sur lequel on peut avoir des infos et avoir des réponses, comme beaucoup d'hommes vont avoir plus de facilité avec leur homosexualité aujourd'hui que 50 ans en arrière, où on n'en parlait pas, où c'était tabou et où du coup on le découvrait que sur le tard. Merci en tout cas, Lionel. Vous voulez peut-être conclure? Oui, allez-y. Je vous en prie. En fait, ce que vient de dire Philippe, en fait, est très juste. Et par rapport, alors pas par rapport à l'homosexualité, même si c'est vrai, effectivement, maintenant on est un peu plus libre, mais par rapport à ces jeunes couples, en fait, on va dire 25 ans. Et moi, je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des hommes, c'est-à-dire que s'ils se font blackbouler régulièrement parce que leur méthode de drague n'est pas la bonne, moi, je pense qu'il faut quand même,
faut quand même leur faire confiance. Ils ont trouvé une solution pour repartir dans les petits papiers de ces jeunes femmes. Et voilà, et puis ça va s'équilibrer comme ça. Ils resteront pas. Mais les femmes, de toute façon, aussi ont besoin des hommes. Donc, de toute façon, elles devront aussi ajuster on va dire les barrières qu'elles mettent à l'entrée, quoi. Ça va s'équilibrer petit à petit. Et puis voilà, et puis on arrivera à trouver. Vous avez raison, soyons positifs. Merci Lionel, en tout cas, merci de votre témoignage. On va continuer après les infos. Philippe Arlin, je vous donne la définition. Non, je vous donne pas la définition, je vous pose la question. Quelle est la définition mathématique du cocu? La réponse est après les infos et vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. On vous attend. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute, et ensemble, on essaye de comprendre comment s'instaurent les relations entre les hommes et les femmes, les rapports de séduction après l'après-MeToo, comme on le lit depuis 14 heures. On va avoir une femme qui témoigne, Martine, dans un instant, et c'est très bien. Je rappelle également que le titre de ce livre de Philippe Arlin, Sexuellement incorrect, le sexe n'a pas de genre, dans lequel, donc, il y a déjà un certain nombre d'années, vous expliquiez à quel point, en tant qu'homme, en tant que femme, on peut être un petit peu, comment dirais-je, bloqué dans sa sexualité, pensant que parce qu'on est un homme, il faut réagir comme ça, parce qu'on est une femme, il faut réagir comme ça. Les repères sont en train de bouger, de changer. On l'a déjà vu durant toute cette première heure et on va certainement continuer, puisque maintenant, ce sont des femmes qui vont témoigner. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Quelle est la définition mathématique du cocu? Philippe Arlin, aucune idée évidemment. Non. Vous n'avez jamais été très bon en mathématiques, hein? Non, je pense que ça doit être ça. En fait, la définition mathématique du cocu, c'est un entier qui partage sa moitié avec un tiers. C'est joli. C'est joli, hein? C'est mignon. Oui, c'est... Bon, voilà. Ça peut donner envie d'aimer les maths. Bonjour Martine. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Martine. Merci de nous rejoindre. Donc, votre avis, qu'est-ce que vous avez envie de raconter, de nous dire? Oula, alors, ce que j'ai envie de raconter, il peut y avoir pas mal de choses. C'est vrai que c'est un sujet assez complexe. Moi, tout de suite, ça m'est venu l'exemple de mon fils qui a 16 ans. Et en fait, c'est un sujet qui est quasiment inexistant, donc pour l'instant. Donc c'est assez étonnant parce que c'est vrai que l'adolescence normalement c'est là où on commence à un petit peu se poser des questions, etc. Et concernant le mouvement MeToo par exemple, on a déjà abordé le sujet. Et pour lui en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était assez normal qu'il y ait ce type de mouvement mis en marche en tout cas. Après, effectivement, il y a aussi eu des dérives comme dans tout mouvement. Donc je les cite même pas et je n'en parlerai même pas parce que c'est vrai que ça peut vite gâcher l'initiative de départ qui était assez bonne. Donc en fait, j'ai l'impression que pour mon fils en tout cas, et par rapport à d'autres enfants adolescents, d'autres garçons adolescents, c'est aujourd'hui, ils sont vraiment dans ils sont très réceptifs à ce genre de choses, mais pour eux, ça semble normal. C'est-à-dire que on est vraiment dans des nouvelles générations avec des nouvelles façons de penser. Vous voulez dire que pour lui, c'est normal de faire attention de ne pas harceler une jeune fille, etc. Ça, c'est plutôt bon signe, oui. Oui. Et en fait, je pense que c'est vraiment les femmes mères actuelles qui ont grandi, en fait, en tout cas moi c'est mon cas, qui ont grandi avec cette idée de liberté et de liberté de penser et de dire, et puis ces notions de respect de la femme en général. Moi, je pense que mon fils l'a complètement intégré dans sa vie quotidienne. Et en fait, pour lui, ça n'existe
sexistes, enfin tous les sujets qu'on peut entendre qui font partie du passé en fait. Vraiment. Vous dites non, mais Martine, vous dites quelque chose d'essentiel. C'est encore une fois ce qu'on répète sans arrêt dans cette émission. C'est ce que vont donner comme éducation et les parents vont forcément influencer la vision des enfants. Enfin, c'est évident. Oui, c'est la base de tout, de toute façon. Donc, et c'est vrai que je pense. Mais la culture dans laquelle on baigne a aussi son importance. Et c'est dans ça que. J'allais le dire. Ouais, tout à fait. C'est aussi parce qu'on est en France avec une certaine culture, et voilà, c'est sûr que dans certains pays à l'heure actuelle, on est très très loin de cette évolution. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est vrai que moi, je me sens privilégiée d'être née dans ce pays par rapport à ça, ne serait-ce que par rapport à ça. Et parce que c'est vrai que moi, j'ai été éduquée principalement par mon père. Et en fait, pour moi, il m'a vraiment fait grandir avec beaucoup d'indépendance, beaucoup de il a toujours fait en sorte que je m'affirme en tant que femme. En tout cas, il n'a jamais entravé ça. Donc pour moi, quand j'étais ado et puis jeune adulte, pour moi, il n'y avait pas de différence homme-femme, quasiment. C'était quasiment inexistant. Donc et j'étais toujours très surprise de certains comportements d'hommes. Je le suis toujours, mais voilà, c'était. Sauf que vous aviez suffisamment d'autonomie, si je puis dire, pour pouvoir les remettre à leur place. Enfin, ça c'est clair. Ouais, c'est toujours la même chose. Ça c'est clair que ça fait partie de mon caractère. C'est sûr que Après, j'ai eu comme toute personne, que ce soit un homme ou une femme, j'ai eu mes phases de doute, mes phases de laisser faire, entre guillemets, c'est-à-dire de sidération un peu par certains comportements et donc de non-réaction. Mais ça n'a pas duré, quoi. Ça n'a pas duré. Le naturel est revenu au galop et en me disant mais non, en fait, ça je l'accepte pas, ça je le tolère pas. Et on a des phases. Je pense qu'on a des phases. Oui, mais là vous touchez un point essentiel sur lequel j'ai envie de rebondir, parce qu'en effet, chez la femme, chez l'homme aussi d'ailleurs, il peut y avoir cette sorte de moment de sidération où finalement on va se laisser faire peut-être plus qu'on en a réellement envie ou qu'on en aurait eu réellement envie. Est-ce pour autant nécessaire de porter plainte après et de se poser en victime? C'est toute la question sur laquelle peut-être moi je serais pas tout à fait parce qu'il faut prendre aussi sa responsabilité et de se dire en quoi je me suis laissé faire. Est-ce que finalement mais bon, c'est un sujet très délicat et je crois qu'on peut pas généraliser. Philippe Arlin, qu'est-ce que vous dites? Vous avez envie de dire sur ce point qui est crucial d'ailleurs. Ce qui est très important, Brigitte, c'est de le rappeler, ce point. La notion de sidération, c'est une notion absolument réelle au niveau de la psyché. Les hommes peuvent être en sidération comme les femmes, ils ne le seront pas forcément sur les mêmes situations, mais c'est quand une autorité qui ne peut pas être remise en cause s'impose à nous, tout d'un coup on ne trouve même plus en nous l'énergie de dire non, la possibilité. On est comme, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais comme on appellerait le lapin pris dans la lumière des phares, on est bloqué. Je pense qu'on ne peut pas, et certainement pas une émission comme ça, dire il faut ou il faut pas derrière porter plainte. Je pense que chaque cas étant différent, qu'est-ce qui se passe réellement pendant cette sidération? Voilà, ce qui se joue à ce moment-là, c'est seulement ça qui permettra de déterminer si ça justifie ou non une plainte. Oui. Mais sauf que vous avez ajouté un élément essentiel, certes, vous avez ajouté l'élément d'emprise qu'on met un petit peu à toutes les sauces aussi en ce moment. Et je pense que c'est encore une fois quelque chose de très 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 complexe aussi. Donc on voit bien que c'est difficile. Mais l'emprise psychique, c'est aussi l'emprise qu'on donne à quelqu'un. Donc c'est forcément mon histoire à moi par rapport à quelqu'un que je... Si on est amoureux, on est sous l'emprise de l'autre. Est-ce pour autant une emprise qui est punissable par la loi? C'est toute la question. Évidemment, mais ça veut dire il y a la loi qui s'en occupe. C'est pas à nous de réfléchir là-dessus. Je pense que peut-être la victime doit prendre le temps de comprendre ce qui joue et ce que ça veut dire pour elle.
Alors qu'en effet, si on a 14 ans et que c'est notre professeur qui a 40 ans, là, on est sous une emprise. Je pense que là, on a la réponse. Qui est très claire. Oui, non, voilà. Mais bien sûr. Mais c'est important parce qu'on essaye aujourd'hui, pendant ces 2 heures, de parler de choses un petit peu délicates et c'est bien de relever tout ce qui peut être relevé. Martine, je vous en prie, je vous laisse continuer. Oui, en fait, c'est vrai que il y a cette notion-là aussi, évidemment. En fait, le problème, c'est qu'il faut pas tout mélanger, quoi. C'est vrai que il y a les comportements, il y a et en fait les limites. Voilà, il faut bien définir les limites. Après, il faut pas que ça rentre dans. Si on parle de relationnel, c'est autre chose, quoi. C'est vrai que l'emprise, on peut être vite sous emprise, en fait, et on peut même avoir de l'emprise sur quelqu'un sans s'en rendre compte, en fait. C'est pas forcément voilà. En fait, il y a vraiment pour moi, la sexualité, par exemple, avec le mouvement MeToo, finalement, ça n'a rien à voir. La sexualité, c'est une chose. La sexualité des enfants actuellement, des adolescents, pardon, actuellement, les adultes, pour moi, tout ça n'a rien à voir. Le mouvement MeToo, c'est à l'origine, en tout cas, c'est défendre des crimes sexuelle. Donc c'est complètement différent. Le crime, l'agressivité. Donc voilà, il faut pas tout mélanger, quoi. C'est vrai qu'il y a le relationnel, le couple, et puis il y a le crime, quoi. Et donc en fait, on peut pas voilà, pour moi on peut pas tout mélanger. Oui, bien sûr. Non mais bien sûr que le mouvement MeToo était nécessaire là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Maintenant c'est un petit peu ce qui en découle dont on parle aujourd'hui et c'est là où c'est évidemment très complexe. Allez, une petite pause. Merci beaucoup Martine et on continue avec les femmes, avec Alexandra qui va prendre la parole dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous. Nous évoquons l'après-MeToo avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. Philippe Arlin, on retrouve maintenant Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Alexandra. Allez-y, on vous écoute, je vous en prie. Alors, écoutez, le mouvement MeToo, moi je trouve que ça a aidé pas mal de femmes parce que j'ai été donc agressée quand j'étais mineure. Et je n'ai pas eu en fait gain de cause, c'est-à-dire que mon statut de victime n'a pas été pris en considération et forcément ça a eu un impact en fait dans ma vie de jeune femme, de femme, etc., etc. Et vous voulez dire que vous avez porté plainte et la plainte n'a pas été retenue, j'ai pas eu le droit de porter plainte. Vous n'avez pas eu le droit? Comment ça, pas eu le droit? Non. C'est-à-dire, en tant que mineur, fallait que ça reste un peu dans la famille parce que c'était une histoire de famille. Ah, c'est ça, c'est vos parents qui n'ont pas voulu que vous partiez. Oui, d'accord, ok. Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire que quand vous démarrez comme ça une vie en ayant subi quelque chose d'assez grave, de très grave. De très grave. Et que. Oui, et que vous n'avez pas en fait votre statut de victime qui est pris en considération. Imaginez Brigitte ce que ça peut faire comme impact en fait dans cette vie de jeune femme et de femme au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout d'estime de soi-même. On se rend compte qu'en fait les bourreaux s'en sortent bien et vivent très bien et que vous en tant que victime en fait vous n'existez pas. Au fur et à mesure du temps, c'est vrai que sans m'en rendre compte, je me suis quand même engagée pas mal sur la cause féministe, mais tout en aimant les hommes, parce que je me suis dit, c'est pas parce qu'il y a eu ce drame-là avec un homme complètement malade que ça veut dire que tous les hommes sont calibrés comme ça, fort heureusement d'ailleurs. Bravo. Ouais, oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la bêtise humaine n'est pas généralisée. Il y a quand même des hommes qui justement ont été eux très venants avec moi. Mon meilleur ami qui a adoré votre émission et qui est décédé me disait toujours, c'était un gentleman, il était très choqué de ce que j'avais subi avec ces hommes tout au long de ma vie, parce que comme vous pouvez le deviner, Brigitte, quand on démarre comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on a tout un dysfonctionnement ensuite avec la jante masculine. Oui, on devient une proie et malheureusement, on est repéré, si je puis dire, absolument. Complètement. C'est comme s'il y avait une espèce d'onde assez bizarre, c'est-à-dire qu'en plus, j'ai pas voulu non plus
me cacher. C'est-à-dire que je dois pas m'excuser que mes parents aient fait quand même une petite bonne femme qui était assez regardable. Je n'y peux rien d'avoir, en fait, mon meilleur ami me disait « t'es sexy sans faire exprès ». Donc effectivement, quand vous tombez sur des gens qui sont bien éduqués, des hommes bien éduqués, ça pose aucun souci. Mais quand vous tombez en fait sur des prédateurs, automatiquement, eux vont interpréter en fait votre sociabilité, votre gentillesse, votre côté un peu voilà poupette, etc. comme une invitation à. Mais c'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai que moi ce mouvement, je trouve qu'il m'a interpellé. Il vous a légitimé, il vous a légitimé dans ce que vous avez traversé. Oui, je l'entends bien. Ça, je crois que c'est Philippe Arlin, c'est quelque chose qui est important pour beaucoup de femmes. Ça a été enfin une reconnaissance de la société. Oui, pendant très longtemps, entre la famille qui vous disait gentiment qu'il fallait se taire et qu'il n'y avait pas de quoi en faire tout un plat, qu'en gros, la mère disait gentiment qu'elle aussi, elle avait subi ça étant jeune et qu'elle s'en était remise et que donc fallait se taire. Entre une société où quand on allait essayer de porter plainte, on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour que la plainte soit recevable. MeToo a quand même permis, aussi bien au niveau de la police, de la gendarmerie, que au niveau des consciences, de prendre en compte le statut de victime, ce qui est fondamental pour entamer un début de guérison. C'est-à-dire que si personne ne reconnaît l'agression dont vous avez été victime, comment pouvez-vous vous guérir? C'est un peu comme si, et beaucoup connaissent cet exemple, vous allez aux urgences, vous avez mal quelque part et on vous renvoie chez vous en disant « Monsieur, vous n'avez rien » et vous avez toujours votre douleur. Donc, une douleur qui n'est pas prise en compte ne peut pas être soignée. Donc, il est fondamental, et c'est la première étape indispensable à un travail thérapeutique, de reconnaître au malade son statut. Là, dans ce cas précis, c'est de victime, puisqu'on a été victime de quelqu'un d'autre. Mais voilà, il y a eu un préjudice, il y a une atteinte. Et c'est vraiment ce qui a permis MeToo, c'est d'ouvrir cette parole, de rendre à toutes ces femmes leur statut de victime, de pouvoir être prise en charge, prise en compte. Et évidemment, c'est extrêmement important. Oui, allez-y Alexandra. Oui, complètement, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des choses il y a beaucoup de drames à différents niveaux. Mais ce qui est quand même terrible, c'est que ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, c'est-à-dire tais-toi, ça s'est reproduit avec mon ex-mari qui lui aussi me disait tais-toi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu vraiment aider des femmes qui étaient en difficulté parce que j'ai eu cette force et je ne sais pas d'où elle est sortie cette force, de me relever, de dire non, je vais continuer à être une femme qui prend soin d'elle, qui est regardable, entre guillemets, qui est mignonne, etc., qui va aimer les hommes et qui va pas les détester. Mais j'ai aussi envie de dire, c'est à toutes ces femmes, attention, il y a quand même quelque chose, quand on n'est pas écouté, quand on ne dit pas j'ai subi quelque chose, et peu importe la gravité en fait du geste, parce que on peut être violenté aussi avec les paroles par ces hommes en disant tu vaux rien, t'es de la merde, etc., etc. Il y a tellement de choses en fait qui découlent d'un traumatisme. Donc ce mouvement MeToo, ça a été, moi je suis pas une militante féministe complètement abrutie, j'aime les hommes, je les aime ces hommes, ils sont comme nous, on est égaux, etc. Il y a des gens, comme je disais, ils sont bien éduqués, mais ce qui a été quand même fabuleux avec ce mouvement, c'est qu'enfin, il y a beaucoup de femmes qui ont osé dire « mais moi aussi j'ai subi ça ». Mais moi aussi, j'ai vécu ça. Et ça, en fait, même si encore maintenant, je ne sais pas si vous le constatez, mais moi, je trouve, Brigitte et Philippe, il y a quand même une régression qui est en train de se passer. Je vois avec justement ces applications, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des applications de rencontres. Non, d'accord, parce que tout le monde est fort occupé. Il y a un système de c'est plus facile, etc. pour se rencontrer. J'ai été absolument atterrée de voir des hommes, quand par exemple, on va dans un café, un restaurant, etc., et ça reste absolument cordial, qui me disent puisque j'ai payé, j'ai quand même le droit d'avoir un petit bonus. Je leur ai dit, mais quand même, vous vous rendez compte de l'aberration de ce que vous êtes en train de me dire. Et c'est pas qu'une fois que je l'ai entendu. Donc je me dis, mais
on en est où dans notre société où un homme est encore capable de dire à une femme, puisque je t'ai payé le restaurant, ça serait bien quand même de faire une petite gâterie, quoi, au moins un minimum vital. Oui, non, mais ça, Alexandra, il y aura toujours des hommes qui auront été mal éduqués, il y aura toujours des pervers, il y aura, faut pas rêver, hein. Non, je crois que là, non. Oui, et c'est important d'être conscient que malheureusement, il suffira pas de continuer à lutter contre ça pour qu'il y en ait plus, hein, malheureusement. Mais en attendant, je pense quand même que la société a beaucoup évolué sur ces questions-là, et ce que vous dites est tout à fait important. Ce qui est intéressant, je pense, Alexandra, c'est que avant ce traumatisme et cet abus que vous avez eu, il y avait certainement quand même déjà une belle sécurité affective. C'est ce qui vous a certainement permis quand même d'arriver à surmonter tout ça, parce que vous avez l'air visiblement de l'avoir quand même assez bien surmonté. On appelle ça peut-être la résilience. Je ne sais pas, Brigitte, d'où je tiens ça. C'est ce que je dis quand je vois autour de moi des gens qui ont subi des choses et qui ont du mal à se relever. C'est comme quand vous avez une maladie. On peut avoir tous les deux la même maladie, et une va supporter et va se relever, et l'autre n'aura pas la volonté d'eux. C'est peut-être parce qu'en fait, en tant que victime, n'ayant pas eu le droit à la parole, Brigitte, j'ai eu la rage au ventre. Oui, mais vous l'avez... C'est-à-dire qu'il était hors de question que mon bourreau en plus gagne en me voyant à terre, c'est-à-dire qu'en fait j'entends bien, voilà. bravo, parce que je vous sens pas. Même si par exemple je vous dis là, même si là par exemple vous entendez il y a une force, etc., ça ne m'a pas empêché en fait de tomber sur un ex-mari qui m'a aussi fait subir en fait des choses qui étaient aussi un peu rudes. Donc finalement, même quand on a une force de caractère et qu'on se relève, c'est ce que je disais en fait aux victimes que j'ai rencontrées autour de moi aussi, on porte quand même bizarrement une espèce d'énergie qui fait que ça attire certains profils, et automatiquement c'est comme si on était toujours un peu obligé d'être en alerte, c'est-à-dire de faire attention, de prendre du recul, de pas se faire avoir en fait à chaque fois par ces beaux parleurs ou ces beaux sourires ou j'appelle ça un petit peu la séduction du serpent, mais c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. On peut être forte, et c'est ce que je disais à mes amies qui elles n'ont pas ont subi, elles sont tentées de se suicider ou des choses comme ça, c'est que je leur ai dit, vous savez, moi aussi je suis fragile, mais à un moment donné il faut se dire, ils peuvent pas gagner. Voilà, donc il faut parler, il faut faire circuler la parole, il faut pouvoir évacuer ça. C'est pas facile, très honnêtement. C'est absolument pas facile. Mais merci merci de ce témoignage positif, ça fait du bien d'entendre. Je vous en prie, Brigitte. Merci, Alexandra. On fait une petite pause tout de suite et on se retrouve pour le Love Conseil du jour. On va parler de fellation. Tiens, pourquoi pas. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio. Il y a certaines situations quand même qui débouchent sur des cas gravissimes, avec des enseignants qui peuvent être menacés. J'en ai eu une dernièrement, on est allé déposer plainte. Menacés pourquoi ? Tout simplement parce que il y avait eu un problème avec l'enfant, je ne sais plus lequel, et le papa clairement a menacé en disant j'arrive, je vais vous casser la gueule. Sud Radio, parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors c'est un Love Conseil sur les doigts et la fellation. Alors la fellation, Philippe Arlin, voilà encore un acte qui pour certaines femmes est un acte de domination, pour d'autres un acte de soumission. Hein. On est en plein dans ce qui pourrait être le sujet de votre livre sexuellement incorrect. Hein. Oui, il y a plein de manières de vivre la fellation. Il y a des manières plus ou moins gourmandes, plus ou moins joyeuses, plus ou moins passives. Donc à chacun de se placer en dominant, dominé ou juste gourmand. Bon, en tout cas, il semblerait, d'après les hommes, que les femmes n'utilisent pas assez leurs doigts lorsqu'elles font une fellation, et c'est peut-être dommage parce que les hommes apprécient, et puis ça facilite aussi beaucoup la chose puisqu'on peut se servir par exemple de nos doigts comme d'un anneau pénien, hein, et ça permet de faire balader ses pouces sur le pénis. Ça permet aussi de se reposer un petit peu, si je puis dire, quand on a
en vie, puisque les mains peuvent servir aussi à faire la fellation. Ensuite, on peut aussi aller malaxer gentiment les testicules. C'est vrai que les hommes en général aiment bien ça et qu'il paraît qu'elles sont trop souvent négligées. Ensuite, on peut aussi évidemment aller titiller la zone anale. Bref, je crois que c'est vraiment important de rappeler aux femmes qu'il faut se servir de ses doigts et pourquoi pas aussi de certains objets comme par exemple les cheveux, un collier, un foulard qui surprend, et on sait très bien que dans tout ce qui concerne la sexualité, dès qu'on surprend un peu, ça apporte un petit peu d'excitation, donc il faut avoir un peu d'imagination. Je vous laisse peut-être ajouter quelque chose, Philippe Arlin. Non, je pense qu'avec humour, il faut savoir et oser y mettre les doigts, ça c'est certain. Il ne faut pas avoir une sexualité du bout de la bouche ou du bout des lèvres. Il faut effectivement, il faut jouer autour. La fellation, c'est pas juste une technique buccale. C'est encore une fois une manière de montrer une envie, un désir à son partenaire. Juste petite nuance sur les testicules, ça peut être très fragile. Donc on teste d'abord avant d'y aller à pleine main, parce que il y a des hommes qui ont les testicules très sensibles et ça peut être extrêmement douloureux, et il y en a qui vont les avoir extrêmement érotisés, donc qui vont même adorer qu'on les étire. Donc la testicule demande le mode d'emploi à son possesseur. C'est vraiment le seul point sur lequel je dis attention, prudence. Il n'y a pas de mode d'emploi commun à toutes les testicules, comme il pourrait y en avoir un sur le pénis, qui est quand même plus facile à pratiquer. Donc, oui. Remarquez, oui. C'est pareil aussi pour l'anus. C'est parfois zone gardée. Attention. Attention. Oui. Bonjour Eric. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte. Bonjour Eric. Merci de témoigner. Donc, on vous écoute. Allez-y. À vous de me prendre. Écoutez, moi j'ai vécu dans une caserne pendant 28 ans. J'ai été marié à une femme et elle m'a quitté du jour au lendemain, il y a 8 mois. Et du coup, je vis dans un nouveau monde, en fait. Un monde que je ne connaissais pas du tout, un monde que je découvre. Un monde où émotion a été transformée par consommation, un monde où il faut cocher des cases. Alors, je sais pas là, si MeToo a une importance là-dedans, mais en fait, si vous rentrez pas dans des cases, vous rencontrez personne. Et je reviens un peu sur le témoignage de la personne d'avant, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il faut consommer, il faut aller vite, il faut remplir des cases. Si on fume, on voit pas. Si on boit, on voit pas. Et je suis perdu un peu, moi. Je suis un peu perdu. Alors, je sais pas si MeToo est beaucoup. Non, mais enfin, de toute façon, il y a deux choses. Oui, la société et les rapports entre les hommes et les femmes ont quand même beaucoup évolué en 30 ans. Je crois que ça, c'est quand même une réalité. Faut pas oublier, quand vous parlez de 30 ans, c'était donc en 1990, si on fait un calcul, 90-95. C'était quand même la pleine période du porno chic. C'était la pleine période où quelque part la sexualité était peut-être presque trop sexe, et on en oubliait peut-être justement un petit peu les comment dirais-je, la rive, les rives. Donc forcément vous avez vécu quelque chose d'assez ouvert, si je puis dire, et là aujourd'hui les choses ont énormément changé, et ensuite vous avez 30 ans de plus et forcément vous n'avez pas la même façon d'être. Mais non, je me permettrai pas de dire ça, Eric. Mais vous avez forcément pas la même relation à l'autre. Vous êtes peut-être moins pulsionnel, peut-être moins. Enfin, je sais pas. Ou non, plus, moi justement, je suis un old school, moi. Ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Captain Fantastic, où en fait c'est une famille qui s'isole du monde. Oui, j'ai vu ce film. Très beau film. Oui. Quand un homme se retrouve en face d'une jeune fille, il lui récite des poèmes et elle s'expose de rien et il la demande en mariage tout de suite. Et je me retrouve un peu dans cette situation, c'est-à-dire que j'ai en face de moi des gens qui me regardent en me disant mais tu viens de quelle planète toi? Ça se passe plus comme ça maintenant. Et moi j'ai rencontré quelqu'un une fois et en fait à la fin de la journée en fait elle m'a dit au revoir et puis elle m'a dit je dis on se revoit pas. Elle me fait mais non mais t'es pas assez entreprenant quoi. On n'a pas de temps. On a plus. Vous êtes un grand vous êtes un grand romantique. Moi, je suis resté mais un grand là, romantique, je pense que là, il y a quand même des femmes qui sont encore dans l'attente de ça, non, Philippe? Je sais pas, sur les sites en tout cas. Sur les sites, c'est pas sûr, oui. Ouais, voilà, c'est sur les peut-être sites, encore. les cases.
Non, je crois que c'est peut-être un problème de ciblage. Mais là où vous avez raison, c'est que notre société, mais il n'y a pas que sur le sexe, notre société est devenue une société de consommation, une société de l'immédiateté, une société de la réponse à toutes nos demandes dans l'immédiateté. On nous livre chez nous de plus en plus vite. On pose une question, Google doit nous répondre. Maintenant, Google ne répond plus, c'est l'intelligence artificielle qui répond. Et pareil sur le sexe, on a envie d'un rapport sexuel et on a toutes ces applis qui sont censées nous indiquer toutes les personnes, et je le dis exprès en chaleur, dans les 2-3 kilomètres autour de nous pour pouvoir passer à l'acte le plus rapidement possible. Donc oui, si vous avez fait une pause de 28 ans dans tout ça, le monde que vous trouvez aujourd'hui, c'est un monde Kleenex. Exactement. Je ressens cette sensation et vous avez totalement raison, pas que dans l'amour et dans les relations sentimentales. Je ressens cette sensation dans le travail, je ressens cette sensation dans l'amitié, dans tout. En fait, on vous ignore du jour au lendemain, vous disparaissez. Le mot ghosting est tout à fait approprié. Et d'ailleurs, ma femme est partie du jour au lendemain sans rien me dire. Voilà, donc ça paraît logique en fait maintenant. Il faut consommer, il faut passer vite à autre chose, c'est comme ça. Alors, vous avez raison, Eric. Hein, je suis d'accord, évidemment d'accord avec vous, mais c'est comme ça pour beaucoup de gens. Je crois quand même qu'il y a toute une catégorie de gens qui continuent à être des êtres humains dans le respect de l'autre, dans l'écoute de l'autre. C'est juste que là, vous êtes peut-être encore un peu bouleversé par ce que vous venez de traverser. Hein. Sûrement, ça c'est sûr, je suis bouleversé. Mais par contre, je m'attendais pas à avoir en face de moi des gens où il faut cocher des cases. Enfin, je veux dire, quand vous remplissez les sites de rencontres, on vous demande si vous fumez, on vous demande combien vous avez d'enfants, on vous demande si vous buvez, à quelle occasion. Et enfin, en fait, on laisse plus de chance. Et c'est une photo, en fait, c'est une photo et des cases. Si vous remplissez si la photo est bien et que vous remplissez bien les cases, vous rencontrez des gens. Alors que ça rime à rien. Enfin, je veux dire, c'est Kleenex, quoi. Voilà. Oui, mais on est d'accord, mais ça, c'est propre à notre société de consommation qui a trouvé, encore une fois, une raison de se faire de l'argent en permettant aux gens de se rencontrer. On surfe surtout aujourd'hui pour se faire de l'argent. Par contre, là où je rejoins Brigitte, et je peux vraiment m'engager et vous affirmer, il y a plein de gens qui sont encore dans le même fonctionnement que vous, plein de gens qui veulent de l'humain, qui veulent pouvoir prendre le temps, qui veulent pouvoir se découvrir. Ils sont peut-être pas sur les applis où ils y sont, il faut aller les chercher autrement, mais ils sont aussi dans des soirées chez des amis, à des moments où on cherche pas forcément, et où, ben oui, la rencontre peut se produire. C'est peut-être différent d'avant, mais ça existe toujours. Mais ça fait combien de temps, Eric, que vous avez quitté, que votre femme vous a ghosté? L'été dernier, elle est partie fin juillet. Et, ouais. Non, mais par rapport à MeToo, pour en revenir à ça, j'ai l'impression qu'en fait, les personnes féminines que j'ai en face de moi, elles sont dans une gestion totalement différente des relations humaines que ça a pu être il y a 28 ans. Il y a 28 ans, il y avait une partie de séduction, il y a une partie de drague. Là, en fait, moi, voilà, je me suis fait entendre dire, mais t'es passé entrepreneur, au revoir. Alors que j'ai dit, mais attends, mais c'est bon, vous êtes pas un tas de viande, quoi. Je veux dire, on peut prendre le temps un peu, quoi. On peut poser un peu 2 minutes. Non, mais Eric, il y a des femmes, c'est vrai, qui sont très consommatrices. C'est tout juste si elles se déshabillent pas et qu'elles disent, bon, alors tu bandes, ça y est, tu me baises. Il y a une catégorie de femmes comme ça et elles sont certainement beaucoup sur les sites de rencontres, ces femmes-là. Mais c'est quand même pas la majorité, hein. Donc je pense franchement que la femme qui va être sensible parce que vous allez lui parler gentiment, que vous allez l'écouter, que vous allez être un peu romantique, elle existe, hein. C'est juste que le mouvement MeToo va dans ce sens-là. Hein. Il va vers des femmes qui n'ont pas envie qu'on leur saute dessus tout de suite, qu'on coche les cases et qu'on baisse le froc. C'est justement des femmes qui ont envie de prendre le temps de s'apprécier, de se découvrir. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a moins de sexualité. C'est parce que donc, je crois qu'il faut peut-être juste essayer de regarder ailleurs. Ce que vous avez vécu est réel, évidemment, et malheureux, mais je pense que ça ne parle pas de la réalité totale, heureusement d'ailleurs, de ce que les femmes recherchent aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Et MeToo, par contre, je trouve que, alors, je sais pas, je vous rappellerai dans 10 ans, on en fera un point, mais là, j'ai l'impression quand même, les femmes elles sont plus autonomes, plus indépendantes, elles savent ce qu'elles veulent, elles perdent pas de temps, elles sont, voilà, peut-être que c'est, je trouve ça très bien, hein, qu'elles aient pris plus d'assurance, qu'elles soient moins manipulées par des pervers, c'est très bien. Et d'un côté, enfin bon, je suis désolée Eric, mais j'entends toujours beaucoup de femmes qui sont manipulées par des pervers. C'est pas aussi simple. C'est pas si, enfin de toute façon c'est pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc hein, de toute façon. Il faut pas rencontrer. Non, mais je crois ce que j'entends aussi beaucoup, c'est des femmes qui ne veulent plus d'hommes. Et ça, c'est aussi un autre problème. C'est pareil, j'en ai rencontré aussi ça. Les gens qui disent non, mais moi je suis plus intéressé par les relations amoureuses. Je dis mais t'as 55 ans, il veut faire quoi tes 30 prochaines années? Ouais, mais non, mais voilà, les amis, c'est très bien. Bon, écoutez Eric, soyez confiant. Vous m'avez l'air d'être un homme attentionné, donc je pense que vous allez trouver la perle rare, je pense. Voilà, mais peut-être que il faut que vous trouviez des sites où les gens recherchent plus une relation. J'ai décidé d'aller dans le vivant. Moi, j'arrête les sites, je vais rencontrer des gens, je sors. Voilà. Alors, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Ce qui est pas mal, c'est les sites pour s'amuser, pour sortir ensemble. Ces sites-là, au moins, vous rencontrez des gens qui sont pas dans la recherche immédiate de quelqu'un. Et là, vous pourrez peut-être rencontrer des femmes qui vous plairont. Exactement. Allez, soyez confiant, Eric. Oui, je suis confiant, pas de problème. L'humain ne change pas tant que ça. On fait une petite pause. On va conclure avec Frédéric qui nous a rejoint également. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Philippe Parlin, sexothérapeute, est avec nous, auteur de Sexuellement Incorrect. Le sexe n'a pas de genre. Nous évoquons l'après MeToo et on va conclure avec vous, Frédéric. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Je vous appelle en fait pour donner un avis sur ce que j'en pense à peu près de ce principe. Alors sur le fond, je suis complètement d'accord avec. On arrive quand même à cette possibilité pour les femmes de pouvoir avoir tous ces accès à la police et aux plaintes et autres. Mais par contre, je trouve que c'est un peu excessif quand même, parce qu'on arrive à certaines formules maintenant. Je pense, je suis un peu comme vous, Brigitte, depuis le temps que je vous écoute et je vous entends parler sur le féminisme et autres. C'est trop excessif, je trouve. C'est-à-dire que oui, il y a des réactions de je sais pas si c'est de la vengeance, si c'est de la haine, si c'est de la peur, hein, parce qu'on sait que la peur parfois se transforme en colère. Hein, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a tout un Et puis je crois quand même, et là je reviens un petit peu sur ce que Philippe Parlin disait tout au début de l'émission. Je crois que les médias montent peut-être un peu fort ça en épingle aussi. Peut-être que dans la vie courante, ça se passe peut-être un peu mieux. Encore que dans les témoignages que j'entends quand même beaucoup de choses qui ne vont pas si bien que ça. Voilà, bon, je sais pas. C'est-à-dire que je pense qu'il est plus facile et plus vendeur d'accuser Monsieur Depardieu en plein partout quoi sur les médias, plutôt que Monsieur Durand qui est responsable d'un supermarché qui harcèle sa caissière. Non mais ça de toute façon on l'a encore entendu au journal aux infos de 15h, hein. On a parlé de Stéphane Plaza, il se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas un nom connu qui soit lancé dans les médias. Et moi j'ai tendance à dire est-ce que ça nous regarde, enfin tant que ça n'a pas été jugé, on devrait pas en parler dans les médias. Mais ça, je pense que ce serait totalement utopique de croire qu'on peut y arriver, hein. Philippe Parlin, je vous laisse réagir, hein, bien sûr, si vous voulez. Oui, je pense comme vous, Brigitte, la problématique là, elle n'est pas d'avoir une autre opinion sur Stéphane Plaza ou Gérard Depardieu. Il y a des plaintes, il y a une justice. C'est pas à nous d'en discuter. Je trouve, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire que peut-être depuis MeToo, si des victimes ont eu enfin la parole, ça va peut-être permettre de régler des choses, parce qu'il y a eu quand même
un peu trop, du côté de certains hommes, un sentiment d'impunité, et c'est peut-être ça qui a bougé. Par contre, pas question qu'on se prononce, et je ne suis toujours pas d'accord sur cette vindicte sur les réseaux sociaux et évidemment sur les journaux ou les télés qui font les gros titres là-dessus, de jeter déjà dans l'arène des gens qui n'ont pas encore été jugés. Peut-être qu'ils sont coupables, il sera toujours temps d'en parler après, mais le débat, il n'est pas là. MeToo, pour moi, c'est pas au nom des dénonciations qu'il est important, c'est au nom du changement chez les jeunes d'attitude, comme l'a dit le témoignage, et aussi, enfin, de permettre à des personnes d'être reconnues dans leur statut de victime. Et pour ça, c'est un progrès énorme, ça fait évoluer les mentalités. Malheureusement, il y a des défis, il y a sûrement plein de débordements dont on est évidemment en droit de se plaindre, mais voilà. Vous savez, oui, je pense, Frédéric, que ça permet aux femmes enfin de peut-être trouver leur place et oser s'affirmer et ne pas être dans une sorte de sensation que de toute façon il faut se taire. Hein. Alors après. Vous voyez, donc ça c'est le côté positif. Après le côté négatif, et moi je l'entends bien et je vous donne raison aussi, Frédéric, c'est qu'il y a il y a une catégorie de femmes, on va pas dire beaucoup parce qu'après tout je sais pas quel serait le pourcentage, hein, qui sont un peu castratrices, et je pense que ces femmes-là, ce sont des femmes qui finalement confondent un peu le pénis et le phallus. Alors je vais m'expliquer. Le pénis c'est votre organe génital et il n'est pas question de le couper. Le phallus c'est la puissance, et la puissance au sens de la psyché, c'est plutôt la force, et donc c'est plutôt du côté du masculin que du féminin. Mais ça veut pas dire pour ça qu'en tant que femme, on ne peut pas avoir le phallus, on ne peut pas avoir la puissance, on ne peut pas avoir le pouvoir. Et ces femmes qui sont castratrices, comme vous avez l'air de le dire, Frédéric, c'est certainement des femmes qui ne sont pas suffisamment capables d'avoir ce sentiment de puissance, parce que moi personnellement, je me sens très puissante et j'ai pas envie du tout de castrer les hommes. Est-ce que je suis claire? Est-ce que ça vous paraît compréhensible? Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, je dirais, en parlant de vous, vous êtes arrivé à un certain niveau où, je veux dire, alors bêtement pour dire, vous arrivez à jouir. Voilà, déjà. Je pense que ces personnes-là sont comme beaucoup d'autres personnes, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Il y a toujours des frustrés, et, comme on dit, voilà, des peines à jouir. Hein. Mais je pense que ça arrivera, mais dans les prochaines générations, parce que pour l'instant je trouve pas que, comme on dit, les médias s'en prennent énormément à peu près à tout le monde. Alors non, mais je crois, moi, mon sentiment actuellement, c'est qu'il faut faire attention, il faut pas que les hommes se sentent trop en danger quand même. Je parle pas évidemment des connards, hein, pardon, mais voilà, il y a quelque chose à comprendre de ce côté-là. Il y a d'ailleurs des gens qui commencent à écrire des choses aussi sur les hommes qui sont un peu paumés, un peu perdus. Voilà, mais ça va finir on va finir par trouver, je pense, le juste équilibre, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Il va falloir encore un peu de temps. Philippe Arlin, je vous laisse peut-être conclure parce que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, justement. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir une conclusion extrêmement optimiste. Je pense qu'on est à un moment de victoire de la relation entre l'homme et la femme qui n'a en tout cas historiquement, qui n'a pas existé. Et on peut pas s'attendre à ce que ce mouvement de rééquilibrage qu'on essaye de faire aussi bien au niveau politique, social, que du coup au niveau sexuel, il faut bien comprendre que toujours au même niveau, eh bien, il va demander du temps, et là je rejoins notre auditeur, il va demander plusieurs générations. Il faut juste accepter que oui, là c'est un peu cacophonique, ça part peut-être un peu trop dans des directions non souhaitables, mais l'essence de ça, la racine de ça, je continue à y croire et à m'en réjouir, parce que je pense que c'est porteur de futures relations hommes-femmes bien plus harmonieuses et bien plus apaisées, où on pourra librement exprimer du désir des deux côtés. Et ça, c'est mon côté sexologue qui parle, et c'est sincèrement ce que je souhaite.
Et alors moi je conclurais peut-être, Frédéric, il faut quand même essayer de comprendre que chez beaucoup de femmes qui sont comme ça, très en colère, très agressives, c'est souvent de la souffrance, quoi. C'est souvent de la souffrance qui n'est pas élaborée, c'est de la souffrance. Alors encore une fois, c'est pas une raison pour se venger sur un homme qui n'est pas coupable, hein, mais je pense qu'il y a énormément de souffrance chez les femmes. Alors il y a cette souffrance de toutes les générations de passées, et puis il y a cette souffrance de tous ces abus, de tous ces. Vous voyez, je crois qu'il faut comprendre ça. Et en tant qu'homme, me semble-t-il, vous, Frédéric, vous les aimez les femmes, et donc il faut avoir un tout petit peu d'indulgence, mais en même temps c'est pas pour autant qu'il faut pas de temps en temps les remettre à leur place quand elles exagèrent. Voilà. Ça vous va, Frédéric, comme conclusion? Absolument, mais j'ai rien contre en général contre les femmes, hein, comme vous avez dit, je les aime, et comment dire, moi c'était pour un peu dire qu'il y a une excessivité. Maintenant je juge pas sur le premier abord, hein. Bien sûr il y en a, on le voit tout de suite, hein, comme chez l'homme, hein, c'est très rapide à faire le diagnostic, mais bon voilà, moi j'aimerais bien voir l'évolution. Voilà. Je pense il va falloir du temps. Ça, c'est là-dessus où je suis d'accord avec Philippe Arlin. Mais bon. Déjà au niveau des salaires, par exemple, ça fait des années que tout le monde en parle, mais je crois pas que ça bouge beaucoup. Voilà. Par exemple. Ah oui, c'est compliqué. Merci beaucoup en tout cas, Frédéric, d'avoir conclu. Merci Philippe Arlin, Sexuellement incorrect, c'est le titre de votre... Vous avez écrit un livre aussi sur le désir, libérer votre désir, aux éditions de la Musardine. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan, et demain on sera avec Michel Odoul. On va encore parler de la souffrance des femmes, puisqu'on va parler notamment de l'endométriose. Qu'est-ce que ça signifie sur le plan symbolique? On verra ça demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.